Donc, la slide, on va parler de l'énurésie comme introduction. Je m'excuse pour le problème de connexion. Hein. On a choisi ce thème parce que l'énurésie, c'est vrai que c'est un problème qui concerne l'enfant, c'est fréquent. Vous recevez souvent en consultation des enfants avec ce problème, mais ce qui m'a poussé à faire la communication, c'est le fait que l'énurésie peut cacher pas mal d'autres problèmes. Et ce n'est pas uniquement un simple problème de pipi au lit. Donc, il faut, quand il s'agit que d'énurésie, c'est nocturne. Et prochaine slide, la slide, autre slide, voilà. Donc, on parle de ce problème parce qu'il y a une société savante, depuis 2006, la Société internationale de continence chez l'enfant, qui a bien établi des définitions précises que l'énurésie est une incontinence urinaire intermittente, j'ai mis en rouge, pendant le sommeil, chez l'enfant de plus de 5 ans. C'est important. Donc, c'est une incontinence urinaire intermittente qui survient exclusivement pendant le sommeil et à partir de l'âge de 5 ans. Donc, on va parler d'âge et de sommeil, et l'enfant n'a jamais acquis la propreté nocturne, comme elle peut être secondaire et apparaître après 6 mois d'acquisition de propreté. Elle est monosymptomatique, c'est l'énurésie vraie, réelle, commune, sans aucun autre symptôme associé, diurne, comme elle peut être non monosymptomatique, et il y aura des symptômes d'urine. À ce moment-là, il s'agira d'autres troubles mictionnels. Slide. Prochaine slide. Voilà. Pourquoi aussi on a choisi de parler de ce thème? Parce que tout simplement, c'est fréquent. 5 à 10% des enfants âgés de 6 à 7 ans souffrent d'énurésie. Et c'est un problème. C'est vrai que ça peut rentrer dans l'ordre spontanément, mais c'est que 15% des enfants qui vont chaque année acquérir la propreté nocturne. Et c'est un problème qui peut persister jusqu'à l'âge adulte. 1 à 3% des adultes garderont une énurésie. La prochaine slide. Alors, ça, c'est un tableau que j'ai pris du ministère de la Santé, ministère de la Santé, et c'est au niveau de l'Observatoire régional. On a toujours ces chiffres au niveau du santé.dz, vous cherchez. L'énurésie fait partie aussi des problèmes dépistés en milieu scolaire. Les UDS, c'est les unités de dépistage et de soins, et ça occupe la 3e place après les troubles de difficulté, les troubles de visuel, de l'acuité visuelle, et tout ce qui est problème de pédiculose, vous aurez l'énurésie. Elle est ici. Au niveau des régions ouest, Oran, Tismsilt, Mascarat, Tlemcen, Relizan, Tiaret, quand même, 13 000 enfants énurétiques, et ça, c'est 2017-2018. Aussi, vous pouvez trouver les chiffres au niveau national, annuel, la slide prochaine. Et l'énurésie toujours, la slide prochaine, l'autre slide. Voilà. L'énurésie qui est en rouge vient en 3e position après la baisse de l'acuité visuelle. Celle qui est en rouge, elle est toujours en 3e position au milieu scolaire. Donc, elle est toujours dépistée, c'est en rouge. C'est la 3e. Il y a baisse de l'acuité visuelle, pédiculose et l'énurésie toujours qui vient. Ça, c'est entre 1996 et 2003. Donc, la prochaine slide. La prochaine slide. Voilà. Avant de parler de diagnostic, il faut avoir ces notions de base. C'est très important. La continence n'est acquise chez l'enfant, c'est pour cela qu'on a choisi l'âge de 5 ans. Ce n'est qu'à 5 ans que vraiment l'enfant devient propre. 4 ans, 5 ans, il va acquérir la propreté diurne et nocturne. C'est très important. Donc, les enfants qui ils font pipi des incidents avant l'âge de 5 ans, ils ne peuvent pas être considérés comme énurétiques. Ça, ce sont des notions de base. La prochaine slide, c'est plus important. Quelques notions de physiologie aussi. Alors, on ne peut pas discuter d'énurésie sans revenir à la capacité vésicale chez l'enfant. Et pour la capacité vésicale, il faut connaître cette formule. C'est la formule de Koff. Koff qui s'est toujours intéressé aux pathologies rénales et néphrologiques, nous donne cette formule chez l'enfant. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on doit calculer la capacité vésicale théorique pour chaque enfant qui se présente pour trouble mictionnel et énurésie. Ça, c'est la formule, c'est l'âge plus 1 fois 30. Et vous allez trouver un chiffre en millilitres.
C'est ce que peut contenir au maximum une vessie d'un enfant de moins de 12 ans. Bien sûr, au-delà de 2 ans, on va garder 12 ans, ça rejoint l'adulte, c'est à peu près 380 à 400 cc, la capacité vésicale théorique. Donc, il faut garder ces notions parce qu'en fin de compte, par la suite, quand vous allez faire le diagnostic de l'énurésie, tous nos volumes, on va les comparer à cette capacité vésicale théorique chez l'enfant, en fonction de son âge. On aura à avoir une capacité vésicale fonctionnelle, et ça dépend de l'enfant lui-même, combien sa vessie pourra retenir au maximum lors d'une miction. C'est le maximum voided volume des anglo-saxons, c'est le volume mictionnel maximal. Et ça, comment vous allez pouvoir l'avoir? C'est en surveillant, en évaluant l'enfant sur un calendrier de 48 heures. Vous lui demanderez, soit en milieu hospitalier, maintenant on peut le faire en ambulatoire, on va demander à la maman le week-end de mesurer toutes les mictions, chaque miction à part. Et sur les 48 heures, vous allez prendre le volume mictionnel maximum. C'est sa capacité fonctionnelle. Et toujours on compare la capacité fonctionnelle à la capacité théorique. Et aussi un troisième paramètre important, c'est la diurèse nocturne. On ne pourra jamais dire qu'il y a une polyurie nocturne ou une diurèse nocturne correcte sans la mesurer. Maintenant, ça se fait aussi en ambulatoire, sinon aussi en milieu hospitalier. On peut hospitaliser un enfant et mettre une couche le soir, sans le sonder bien sûr, sans être agressif, une couche. Vous allez avoir la diurèse nocturne qui est égale à la poids de la couche bien sûr mouillée, moins la couche vide, et vous allez rajouter le volume mictionnel du matin. Et c'est très important ces notions parce que finalement, on va classer les énurétiques en énurésie avec polyurie, donc la diurèse nocturne est élevée, et vous allez dire, parce que l'énurésie est secondaire à une hyperactivité vésicale, à ce moment-là, c'est la capacité vésicale nocturne qui est diminuée par rapport à la théorie. Prochain slide. Voilà. Et ça, c'est très important. Neveus, c'est le président de l'ICCS, c'est le président de la Société internationale de continence chez l'enfant. Il nous résume dans cette photo les mécanismes impliqués dans l'éthiopathogénie de l'énurésie. Donc, le premier, le grand cercle, si on a la polyurie nocturne, vous aurez, si l'enfant a un seuil d'éveil normal, il va se réveiller pour uriner, sinon il va faire une énurésie monosymptomatique. De l'autre côté, il y a l'incontinence durant la journée, s'il y a des symptômes diurnes, s'il y a hyperactivité vésicale, et vous aurez, oui, daytime incontinence, et vous aurez une énurésie non monosymptomatique. Donc, il y aura la polyurie, les troubles diurnes et capacité vésicale. Bien sûr, chez l'enfant normal, qui a un seuil d'éveil normal, il va se réveiller. L'enfant qui a une énurésie, il a probablement un seuil d'éveil élevé, et donc, il va y avoir l'incident énurétique. Donc, rappelez-vous de ces trois mécanismes. La prochaine slide, chaque mécanisme à part. La prochaine, voilà. La polyurie nocturne, voilà la définition de la polyurie nocturne. C'est vrai que les parents vont vous dire qu'ils mouillent son lit, le linge est mouillé, les draps, on a dû changer tout le soir, mais scientifiquement, on doit quantifier. Il y a polyurie nocturne si la diurèse nocturne sur la capacité vésicale, le rapport excède les 130%. C'est très important. À ce moment-là, l'énurésie est dite polyurique. Au prochain slide. L'autre slide. L'hyperactivité vésicale nocturne, par contre, c'est quand la capacité vésicale nocturne, le rapport capacité vésicale nocturne sur CV, est inférieur à 65%. Et c'est un enfant qui a généralement, ce sont des énurésies avec capacité vésicale faible, le soir uniquement. Quand il y a des troubles diurnes associés, c'est plutôt une énurésie non monosymptomatique et on va classer le trouble mictionnel en énurésie non monosymptomatique avec hyperactivité vésicale. Le troisième facteur, on en a parlé, la slide prochaine, ça sera le seuil d'éveil, parce que normalement, même si on a une polyurie nocturne, un enfant normal, même s'il a une hyperactivité vésicale nocturne, quand il y a vessie pleine, il y aura sensation de vessie pleine, réflexe, réveil, faire pipi, nocturie. Un enfant qui a une énurésie, le seuil d'éveil, le sommeil est prouvé qu'il est normal, mais son seuil d'éveil, généralement, est plus élevé qu'un enfant normal. Il ne se réveille pas et l'incident énurétique arrive. Les autres facteurs, on a noté quelques facteurs. Les trois, c'est les principaux. La prochaine slide.
les facteurs génétiques, il y a l'hérédité, c'est connu actuellement. Si les deux parents sont énurétiques, on a 70% de chances de développer l'énurésie, ou de chance ou malchance, et 44% si un seul des parents est énurétique. Donc le facteur familial est décrit, est connu depuis longtemps. Quand il y a des parents énurétiques, on peut avoir de l'énurésie chez l'enfant. D'autres facteurs sont impliqués. La prochaine slide. Il y a d'autres facteurs qui sont impliqués. C'est les facteurs psychiatriques et psychologiques. Depuis les années 80 maintenant, l'énurésie n'est plus considérée comme un désordre psychiatrique. Elle-même, ce n'est pas un désordre psychiatrique. Par contre, elle peut s'associer à des troubles d'hyperactivité, à des troubles du spectre autistique, et aussi parce que, tout simplement, ces répercussions psychologiques sont très importantes sur l'enfant. Donc, la prise en charge doit d'abord commencer chez le médecin spécialiste. Et s'il a besoin d'aide ou le médecin généraliste, s'il y a un contexte psychologique, on va s'aider dans la prise en charge par des psychologues. Mais initialement, un enfant énurétique, il doit être adressé, traité chez un pédiatre. C'est très important. La prochaine slide. Voilà, ça résume tous les facteurs qu'on a parlé. Donc, capacité vésicale nocturne, le sommeil, la polyurie nocturne et le reste des facteurs qui peuvent intervenir. L'hérédité, le facteur psychosocial et les facteurs éducatifs. La prochaine slide. Alors maintenant, on va parler du diagnostic. Maintenant, le diagnostic est purement clinique. Alors, je vais revenir à ce qu'a dit le professeur Bensnoussi tout à l'heure, M. Hamlaoui. On reste toujours sur notre manière de diagnostiquer, c'est l'interrogatoire. Une énurésie primaire monosymptomatique ne nécessite pas d'exploration, mis à part une bandelette urinaire. On fait une bandelette urinaire au moment de la consultation et une bandelette urinaire sur des urines, les premières mictions du matin pour la densité. Le reste, par un examen clinique complet, l'observation d'une miction, c'est important, on doit assister, on doit voir comment l'enfant urine, et l'évaluation. On doit évaluer sur 48 heures et sur 14 jours. On doit nous-mêmes constater est-ce qu'il y a d'autres problèmes ou pas. Ça, c'est important et capital. Donc, vous allez à la prochaine slide. L'autre slide. Donc, vous allez en déduire que le premier entretien, la première consultation pour énurésie, par définition, est une consultation qui prend du temps. On doit au moins consacrer une demi-heure à 45 minutes à entendre, à écouter. Et on ne va jamais examiner, jamais l'enfant avec un autre parent. C'est les parents qui doivent accompagner. On a besoin de l'écouter de la maman. Si possible, les deux parents ensemble, avec l'enfant. Et avoir l'histoire détaillée. Développement et avoir une fiche type d'interrogatoire mictionnel détaillé. Prochaine slide. Je vais vous montrer les notions qu'on doit avoir quand même sur l'interrogatoire. Prochaine slide. Voilà. Ça, c'est des notions importantes. Interrogatoire mictionnel, il doit comprendre ça. La fréquence des mictions pour détecter la polacurie ou plutôt la rétention, les fuites, les urgences mictionnelles, les faux besoins, comment le jet urinaire il est, et vous allez encore le constater quand vous allez examiner une miction. Les manœuvres de retenue, l'accroupissement, croisement des jambes, surtout chez les filles, quand il y a des douleurs génitales, des douleurs abdominales, et le transit ralenti, c'est très important. Donc, le diagnostic doit passer impérativement par ce questionnaire mictionnel. Prochaine slide. Il y en a plusieurs, vous pouvez les télécharger aussi, c'est disponible sur le site de la société. Par exemple, un questionnaire comme ça, quand l'enfant est incontinent, est-ce que uniquement le jour ou le soir, combien de fois il part faire pipi, comment il se comporte, est-ce qu'il souille ses sous-vêtements, est-ce que c'est fréquent ou pas. Donc tout ça, vous allez le faire, un interrogatoire comme ça policier, lors de la première consultation. La suite. Prochaine slide, voilà. Et impérativement, après cet interrogatoire minutieux, vous devriez demander aux parents, bien sûr, ils doivent être motivés et coopérants, ils doivent vous évaluer sur un week-end au moins 2 jours de suite, la fréquence des mictions et le volume dont on a parlé, le volume des mictions, chaque miction toute seule, et bien sûr ses habitudes, combien il prend de liquide par jour et quel type. Et sur 14 jours, on va évaluer le transit,
pour déceler s'il y a ralentissement, constipation ou pas, et les épisodes d'incontinence, diurne ou nocturne s'ils existent. Et donc, vous voyez, après la première consultation, on a un délai au moins de 14 jours pour annoncer, pour faire le diagnostic de certitude. Bien sûr, avec la bandelette urinaire. Prochaine slide. Voilà. L'examen physique, il doit être complet. On doit examiner l'enfant, le dévitir. Tous les signes sont importants pour chercher, bien sûr, les causes organiques. Surtout les signes de dysgraphisme, la colonne vertébrale, le rachis thrombosacré, la région bercienne, une touche de cheveux, de lipome, ça serait des vessies neurologiques. Bien sûr, s'il y a une amyotrophie, s'il y a une démarche anormale, des pieds creux, une atrophie musculaire, des déformations des pieds, tout ça va nous orienter vers un problème. La prochaine slide. L'autre slide. Voilà. Et ne jamais oublier l'examen des organes génitaux, parce que généralement, c'est des enfants qui portent des couches le soir, donc vous allez chercher l'irritation du siège, des vulvites chez la fille, examiner le méa urinaire, c'est très important. Des fois, il y a des anomalies, des synéchies, des petites lèvres aussi. C'est des anomalies organiques qui font qu'il y a fuite du lait. C'est l'examen clinique qui va le mettre en évidence. L'abdomen aussi à palper. Des fois, on palpe un fécalome carrément. On peut faire un toucher rectal quand il y a une masse pelvienne comme ça, on palpe et il y a un ralentissement de transit. Et on termine toujours les sous-vêtements examinés. S'il y a un coupe associé, s'il y a des fuites, des taches, des souillures sur les sous-vêtements, et aussi l'observation du miction est très importante parce que des fois vous interrogez, ils vous disent qu'il n'y a rien, les parents disent qu'il n'y a rien le jour, ils ne savent pas, mais quand vous allez assister à la miction, vous assistez à la miction de l'enfant, vous constatez vous-même qu'il y a une difficulté à uriner, une dysurie, une contraction abdominale, et ça dit qu'il y a probablement un obstacle ou un trouble plus compliqué qu'une simple énurésie. Bien sûr, ne pas oublier l'évaluation développementale. C'est très important. Les acquisitions, si possible, faire un quotient de développement, un quotient intellectuel. C'est très important aussi. La prochaine slide. Prochaine slide. Voilà. Donc, à ce moment-là, on est arrivé. Donc, on a fait un interrogatoire mictionnel minutieux. On n'a rien trouvé. On a examiné l'enfant aussi. Il n'y a rien. Aucune anomalie n'est décelée. Pas de fuite, pas de dysurie, rien. On n'a pas besoin d'autres examens complémentaires. Il s'agit bien d'une énurésie primaire monosymptomatique. La seule chose qu'on devrait avoir, c'est la bandelette urinaire. On vérifie lors de l'examen le pH, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas des urines trop concentrées? Est-ce que c'est un acide alcalin? S'il n'y a pas de nitrite, s'il n'y a pas de leucocyte, glucosurie, c'est tout. On n'a pas besoin de faire même pas l'imagerie. Quand il n'y a pas de ralentissement de transit, pas de constipation associée, on n'a pas besoin d'un autre examen complémentaire. Il s'agit bien d'une énurésie primaire monosymptomatique. Les examens complémentaires vont intervenir lorsque, déjà dès l'interrogatoire, il y a des anomalies diurnes. Il y a une fréquence mictionnelle élevée, l'enfant est transit ralenti, il fait une dysurie, brûlure, antécédent d'infection urinaire aux antécédents. À ce moment-là, le premier examen, vous me comprenez, c'est clair que ça sera une échographie abdominopelvienne. Prochaine slide. Prochaine slide. Voilà. Donc, si symptômes diurnes ou anomalies à l'examen morphologique ou constipation associée, antécédent d'infection, tout ça nous justifie ECBU, synitrite, leucocyte, aussi brûlure ou antécédent, une échographie abdominopelvienne, le rachis, si vous avez des anomalies neurologiques, une suspectée des anomalies neurologiques, la débimétrie, la cystomanométrie, l'UCR et le reste viendront en fonction de l'orientation, en fonction des symptômes que vous avez la journée. Est-ce que c'est des symptômes d'hyperactivité vésicale ou d'une dyssynergie vésico-sphinctérienne? Donc, initialement, si on n'a aucun symptôme, l'énurésie primaire monosymptomatique, le diagnostic est là. Le recours à l'échographie et le CB des urines ne doit se faire que si il y a des anomalies dures. L'autre slide. Bien sûr,
quand on fait notre examen clinique et notre interrogatoire, toujours rechercher les comorbidités. On a parlé du transit ralenti, de l'oncoprésie, c'est des troubles d'élimination, ça rentre dans des syndromes de troubles d'élimination. L'obésité, actuellement, elle est admise comme facteur associé, mais surtout dans les énurésies non monosymptomatiques. Les voies respiratoires aussi. Il est admis actuellement certaines publications qui parlent d'obstruction des voies respiratoires, surtout le soir. Ça déclenche un facteur de sécrétion de facteurs natriurétiques et ça déclenche une diurèse importante le soir. Et ça pourrait être un facteur associé et d'échec thérapeutique. Quand on a une obésité, quand on a une obstruction des voies aériennes, des infections urinaires, la prise en charge de l'énurésie va en dépendre. Donc, il faut d'abord traiter ces comorbidités ou le faire en parallèle, surtout si on a des troubles psychiatriques. On confie tout simplement, quand il y a des troubles psychiatriques avancés, de troubles spectre autistiques et TDAH, ça prime, la priorité, c'est de traiter en parallèle. On ne peut pas prendre en charge l'énurésie toute seule. Ça va donner un échec de prise en charge. Et toujours rechercher la baisse de l'estime de soi. Il y a plusieurs échelles actuellement disponibles. C'est des scores. On fait l'interrogatoire auprès de l'enfant, on remplit le score et auprès des familles aussi, pour avoir une idée, pour estimer ce degré de baisse d'estime de soi chez l'enfant. Prochain slide. Alors, on va arriver à la prise en charge. On a dit que ça y est, on est devant une énurésie primaire. Je parle de l'énurésie primaire monosymptomatique, c'est de loin, c'est la plus fréquente. D'abord, la prise en charge, c'est la mise en confiance. Il faut toujours informer, éduquer pour obtenir une coopération des patients et de leur famille. Donc, les patients qui ne sont pas motivés, les parents qui sont là, qui ont hâte que leur enfant cesse de faire pipi le soir, ça ne peut pas venir rapidement. Il faut que vous ayez une adhérence. Il faut qu'ils vous fassent confiance parce que ça va prendre du temps. Et on ne commence jamais un traitement avant l'âge de 6 ans. Traitement médicamenteux, on ne le prescrit jamais avant l'âge de 6 ans, ni d'esmoprésie, ni autre. On va voir. Les premières prises en charge d'une énurésie primaire monosymptomatique, c'est toujours les mesures hygiéno-diététiques et la tenue d'un calendrier mictionnel. C'est des mesures comportementales. Ça permet quoi? Ça permet de guérir en moins 20% des enfants. Imaginez 20% des enfants, c'est beaucoup. 20% des énurétiques, des enfants énurétiques, peuvent guérir avec de simples mises en confiance, discuter, expliquer et un calendrier mictionnel. Et vous n'allez pas vous n'irez pas plus loin en prescrivant d'autres thérapeutiques. Maintenant, si l'enfant est bien motivé avec les familles, il ne s'est pas amélioré avec les règles hygiéno-diététiques, à ce moment-là, on passera au traitement spécifique, toujours à partir de l'âge de 6 ans, et en fonction de la motivation et du type d'énurésie. On a parlé tout à l'heure de l'énurésie avec polyurie nocturne, sinon avec capacité vésicale petite. C'est important. La prochaine slide. Alors, les principes de traitement doivent être motivés, bien sûr, on en a parlé. L'énurésie non monosymptomatique, et je ne vais pas m'étaler sur ça, dans l'énurésie non monosymptomatique, quand il y a des troubles d'urine, on ne traite jamais les troubles nocturnes. Les symptômes nocturnes sont en dernier à traiter. Quand on fait le diagnostic d'énurésie non monosymptomatique, déjà c'est le trouble mictionnel qui est complexe, on ne peut pas le prendre en charge tout seul, il faut appeler un spécialiste. Et encore, les symptômes diurnes priment. On doit d'abord traiter le trouble mictionnel diurne, s'il s'agit d'une hyperactivité vésicale ou d'une dysynergie vésico-sphinctérienne ou d'une vessie rétentionniste, avant de passer au traitement de l'énurésie nocturne. Et les traitements de l'énurésie non monosymptomatique passent d'abord par toujours une rééducation périnéale et mictionnelle. Si oncoprésie, la même chose. L'oncoprésie doit être prise en charge parce que ça sera avec la constipation. Si on ne traite pas ça, on aura un échec thérapeutique pour l'énurésie. Les comorbidités psychiatriques doivent être prises en charge en parallèle, si ce n'est pas en urgence. Les TDAH et les TSA doivent être pris en charge par un spécialiste aussi, préférentiellement un pédopsychiatre. La prochaine slide. Et ça, c'est impératif parce que finalement, c'est ça qui cause des échecs thérapeutiques. Alors, ce qu'on va dire aux patients, c'est au réveil, toujours, le calendrier mictionnel, est-ce que la nuit était sèche ou mouillée, celle de la veille. La journée, boire suffisamment, chose que nos enfants ne font pas, parce qu'ils sont à l'école, on leur demande de ne pas boire à l'école. Il faut qu'ils aient leur bouteille d'eau, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils prennent un tiers le matin, un tiers durant la journée. Il ne reste que un tiers avant 18 heures. Au lieu de leur dire de ne pas boire, il faut boire, mais il faut boire la journée.
On a besoin de boire de l'eau. Et ne pas se retenir. Avoir des mictions régulières, 5 à 6 mictions par jour. Ne jamais se retenir, ça donne des troubles diurnes et ça peut entraver votre prise en charge. Limiter les boissons gazeuses et le reste le soir, c'est clair. Et au coucher, il faut toujours partir faire pipi avant de s'endormir. C'est très important. Maintenant, le réveil nocturne, il ne faut pas le faire. C'est vrai que les parents, ils dorment généralement tardivement, donc ils essayent de réveiller l'enfant avant, s'il dort à 9 heures du soir, donc ils vont le réveiller vers 11 heures, minuit. C'est possible, il y en a qui disent que c'est possible, mais les réveils nocturnes au-delà ne servent à rien. Ça donne de l'agitation chez l'enfant, un sommeil qui est perturbé, il va se réveiller, on va le réveiller 2 fois, 3 fois, c'est délaissé. On ne fait plus les réveils nocturnes toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, ça donnera des répercussions sur la scolarité, sur l'état, la journée, et l'enfant va devenir agité. Donc le réveil nocturne, c'est vraiment en fonction des familles, même si elles veulent, c'est la première, avant le minuit. Après, ça devient plutôt un élément perturbateur. Alors les couches, ça, c'est tout le monde qui est d'accord. Ne pas mettre de couche, jamais. Un enfant ne doit pas porter au-delà de 5 ans, on ne porte pas de couche. Ça va perturber votre prise en charge parce qu'un enfant qui porte une couche, il est rassuré, il va faire pipi, il s'en fout. Donc la couche, jamais. Ça, c'est tout le monde qui est d'accord. Alors, quand ça ne marche pas 2 à 8 semaines avec toutes ces règles hygiéno-diététiques bien respectées, les parents qui sont adhérents, motivés, ça, c'est un échec. Donc, au-delà, à partir de 6 ans, on a le choix. Bon, en Algérie, on n'a pas trop le choix. On n'a que l'hormone antidiurétique. On n'a pas l'alarme sonore. On n'a pas l'alarme sonore, elle n'est pas disponible chez nous. Certains parents peuvent se la procurer. Le Pupistop. Donc, c'est un dispositif électrique qui est mis dans la culotte. Dès qu'il y a les premières gouttelettes, ça va sonner. Et l'enfant va se réveiller pour aller faire pipi. L'alarme sonore, si on arrive à la voir, certains parents arrivent à la voir, il faut vraiment expliquer aux parents. Ça dérange. Quand ça sonne, c'est toute la famille qui est réveillée. Donc, il faut vraiment une compréhension, vous leur expliquez. Il y en a qui n'aiment pas, qui n'acceptent pas. Encore, chez nous, c'est pas disponible, donc j'aime pas trop m'étaler sur ça. C'est un traitement de conditionnement, c'est pas un traitement médicamenteux. On dispose chez nous de la desmopressine. Donc la desmopressine, comme on avait dit tout à l'heure, la polyurie nocturne, le traitement idéal, c'est pas la darme sonore en première intention, c'est la desmopressine parce qu'elle réduira la sécrétion de liquide le soir. Et l'alarme sonore, c'est le traitement idéal selon là, quand la capacité vésicale nocturne est réduite. Maintenant, dans la prise en charge, on peut, si l'un des mécanismes, l'un des dispositifs, l'un des traitements ne marche pas, on peut basculer vers l'autre. Maintenant, vous allez me dire les autres thérapies. Il y a d'autres médicaments qui sont utilisés. Alors, la slide. Alors, on a dit comment ça marche pour l'alarme. Il faut quand même mettre l'alarme une certaine période. Il faut obtenir 14 nuits sèches consécutives pour dire qu'il y a réussite et maintenir sur 4 mois. La desmopressine, c'est un effet rapide, mais l'inconvénient, c'est que des fois, il y a des rechutes après l'arrêt du traitement. Et la desmopressine, c'est le traitement idéal qu'on utilise quand l'enfant part en vacances, en colonie. Ça permet quand même d'avoir une période de propreté. D'accord ? L'idéal, c'est quand ça ne marche pas, on peut combiner. On peut changer, switcher entre les deux. Quoique, j'insiste sur le fait que l'alarme sonore n'est pas disponible à notre niveau. Alors, les autres traitements, la prochaine slide, qui sont vraiment prescrits. Les antidépresseurs tricycliques, ils ne sont pas indiqués dans l'énurésie en première intention. Ils ont là, et même c'est vrai, quand vous lisez la notice de l'anafraline, elle est indiquée dans l'énurésie, mais pas en première intention. Toutes les sociétés savantes actuellement n'indiquent pas de mettre les enfants sous antidépresseurs tricycliques. Tout simplement parce que ça donne beaucoup d'effets secondaires et ça perturbe aussi l'humeur de l'enfant et la dose toxique est proche de la dose thérapeutique. Donc les effets secondaires anticholinergiques arrivent, effets secondaires, il y a beaucoup de risques à les utiliser. Et surtout que ce n'est pas en première intention. Le risque de surdosage aussi est mortel. Alors, l'anticholinergique, l'oxybutyline, aussi, ce n'est pas un traitement de première intention quand il s'agit d'une urésie monosymptomatique. Il y en a qui l'utilisent en première intention parce qu'on n'a pas l'alarme quand il existe une capacité vésicale réduite. Mais après avoir essayé les mesures hygiéno-diététiques, l'oxybutyline est indiqué quand il y a une hypersuspicion d'hyperactivité vésicale.
quand il y a des troubles dans l'énurésie non monosymptomatique. On peut l'utiliser dans ces cas de figure, pas dans l'énurésie. Donc, en récapitulant, dès qu'on fait le diagnostic, on doit avoir les formes polyuriques, capacité vésicale réduite. On peut avoir des formes intermédiaires. Donc, polyurique, desmopressine, ça récapitule tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Desmopressine pour la polyurique, minimale, vous allez augmenter par palier, améliorer, on peut renouveler la cure. Alors, je vous remercie. Je m'excuse pour cet aléa, problème de sang. Je remercie tout le monde. Dr. Oulsaid, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de souci, c'est des aléas, on est tous passés par là. Merci beaucoup pour cette présentation, pour nous faire partager. C'est ma connexion qui est pas… Non, c'est pas grave. Alors, l'énurésie reste un problème assez fréquent en consultation de ville, comme en consultation pédiatrique hospitalière. Et c'est surtout l'inquiétude des parents qui en ressort. Oui. Alors, docteur Benzalga. Merci, monsieur Benzalga. Je t'en prie, Oulsaid. Tout d'abord, nous avons eu l'honneur de vous présenter. Vous êtes maître assistante à l'hôpital de Sidi Bel Abbès, service pédiatrie. Tu peux poser les questions? Oui. Alors, il y a une question. Oui. Place des anti-inflammatoires dans l'énurésie si enquête négative. Non, il n'y a aucune indication. Alors là, les anti-inflammatoires, parce que je sais de quoi il s'agit, les antiprostaglandines, il faut vraiment spécifier. Non, les anti-inflammatoires n'ont aucune place dans le traitement de l'énurésie. Aucune société savante ne l'indique. C'est clair. Surtout avec leurs effets secondaires. Alors, il y a une remarque, la recherche de la constipation et son traitement est très important. Oui, ça c'est clair. Et oui, ça, et la prise… Oui, allez-y. Oui, allez-y, posez la question. Et la prise en charge psychologique de l'énurésie retentit sur la personnalité de l'enfant. Il y a des études dans ce sens que vous avez bien expliqué. Oui, je vais vous dire, l'échec de traitement dans une énurésie monosymptomatique ou non monosymptomatique est généralement lié au fait d'oublier le traitement de la constipation. C'est très important. Et quand on ne traite pas, parce que le périnée, il y a un lien étroit entre la vessie et le rectum, quand il y a une distension rectale, ça retentit, ça empêche d'uriner correctement, les enfants se retiennent. Donc, si on ne traite pas le trouble du transit, l'énurésie ne va pas guérir. Et encore, il y aura aussi l'infection urinaire à traiter quand il y a les deux. C'est important. L'infection urinaire et la constipation. Si vous ne traitez pas correctement, initialement, vous aurez un échec de traitement, même si vous donnez de la desmopressine ou un autre traitement. Il faut toujours les repérer et traiter. Quelles sont les indications de la cystomanométrie et celles de la débimétrie? Voilà. C'est très important de le savoir. Dans une énurésie primaire monosymptomatique, il n'y a aucune indication, c'est clair. Même pas l'échographie, c'est la bandelette urinaire. Si on n'a rien, oui. L'énurésie primaire monosymptomatique, aucun examen complémentaire n'est nécessaire, hormis la bandelette urinaire. Maintenant, dès qu'il y a des troubles diurnes, oui, de fuite chez la petite fille, des fuites urinaires, une urgence mictionnelle, une capacité vésicale réduite, le jour, vous trouverez que la fille, par exemple, si elle a une capacité vésicale théorique de 210, vous trouverez, vous, le maximum volume à uriner, c'est 100 cc. C'est inférieur à la moitié de ce qu'elle devrait garder. À ce moment-là, avec les symptômes que vous allez constater, la miction qui est normale, un jet explosif, un jet avec saccadé, dysurie associée, ça c'est la première indication à faire un examen cystomanométrique. C'est très important de le faire. Débimétrie facile, la débimétrie est facile à faire. L'examen cystomanométrique est moins facile parce que la contrainte est actuellement chez nous à Bel Abbès, malgré qu'on a un service qui le fait. Actuellement, il y a une pénurie de centres. Ça fait plus d'une année que je n'arrive pas à faire de cystomanométrie aux enfants. Donc, on va indiquer oui, mais faisabilité, c'est un peu difficile. Merci. Bon, vous avez répondu, je pense, à la prochaine question. Est-ce que la conduite à tenir change selon qu'il s'agit d'une énurésie primaire ou secondaire? Alors, l'énurésie primaire, c'est clair, on en a parlé. L'énurésie secondaire, il faut trouver le facteur déclenchant. L'énurésie secondaire, c'est une énurésie qui apparaît après 6 mois
de propreté. J'ai eu une fille, par exemple, la dernière fois, elle avait 13 ans, c'était un traumatisme très important, un accident. Elle avait fait une chute des dents, elle a développé une dysmorphophobie. Et suite à ça, elle a commencé à faire de l'énurésie. Ici, généralement, la prise en charge de l'énurésie secondaire, c'est la prise en charge du facteur déclenchant. C'est très important. Si l'énurésie s'est installée après un diabète, c'est la prise en charge du diabète. Si l'énurésie est installée après une séparation, un divorce, le soutien psychologique ici va prendre toute sa part d'importance dans la prise en charge. Donc, dans l'énurésie secondaire, il faut toujours avoir le facteur déclenchant et essayer de le régler. Ce n'est pas le minérin qui va vous régler la chose, ce n'est pas l'oxybutyline, ce n'est pas autre chose. C'est voir le facteur déclenchant. Si c'est une pathologie organique, d'abord on la traite. Maintenant, s'il n'y a rien d'organique derrière, on va voir le contexte psychologique, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant. Et à ce moment-là, vous allez le prendre en charge. D'accord. Une autre question. La desmopressinence prénasale, durée du traitement et la durée du traitement par la desmopressine. D'accord. Alors, le spray nasal n'a plus l'AMM en matière d'énurésie. Actuellement, c'est le Mineral Melt. C'est une boîte de comprimés, si je puis dire, qui vont se dissoudre en sublingual. Déjà, le Mineral Spray n'est plus disponible sur le marché algérien. Pour d'autres pathologies, on n'arrive pas à se le procurer. D'accord? Déjà, le Mineral Spray, oubliez-le. C'est le Mineral Melt comprimé, boîte de comprimés disponible en Algérie, c'est 60 microgrammes. Et il y en a 30 comprimés au niveau de la boîte. C'est sublingual. C'est facile à prendre, sauf qu'il faut respecter la non-prise. Non, on ne prend pas d'eau avant, 1 heure avant la prise et 8 heures après la prise. C'est très important. Ça donne des intoxications à l'eau. Et la dose initiale, c'est 120 microgrammes. Donc, la boîte contient 30. Vous aurez pour le premier mois, vous aurez besoin de 2 boîtes en moins. L'inconvénient, c'est que c'est vrai que c'est remboursable, mais ça coûte 2000 dinars. Il y en a des parents qui n'arrivent pas à se le procurer aussi quand ils ne sont pas assurés. C'est important. Donc, pas de Mineral Spray. Oui. Quelle est la dose maximale à ne pas dépasser? 240 microgrammes. Comment arrêter le traitement? Progressivement. Dose progressive. On dégraisse progressivement. On n'arrête jamais. À 3 mois, vous commencez à faire une dégression progressive ou diminuer d'un comprimé. Parce que 240, c'est 4 comprimés. D'accord. Et le même traitement pour tous les enfants? Non. Oui, c'est énurésie monosymptomatique, puisqu'on n'a pas l'alarme. S'il y a une forme polyurique, oui, c'est la desmopressine. Maintenant, si ce n'est pas une forme polyurique, elle risque de ne pas répondre à la desmopressine. Parce que c'est la capacité vésicale qui est mise en jeu, ce n'est pas la sécrétion d'urine. Alors, une autre question. Modalité de traitement et le nombre de cures avec la desmopressine. Avec la desmopressine, c'est une forme d'énurésie polyurique. On va commencer à 120 microgrammes, donc 2 comprimés en sublingual le soir. Ne pas boire 8 heures après. Vous allez trouver la dose nécessaire. Au bout d'une semaine, 15 jours, vous convoquez votre enfant, toujours avec un calendrier. N'oubliez jamais, il faut qu'il note. L'enfant doit noter nuit sèche, nuit mouillée, parce que personne ne m'a demandé comment évaluer la réponse au traitement. La réponse sous desmopressine s'apprécie en fonction de nuit sèche et nuit mouillée. Si on réduit les nuits sèches, les nuits mouillées à 50%, ce n'est pas une réponse. C'est une réponse partielle. La réponse n'est obtenue que lorsque le nombre de nuits mouillées est supérieur à 90% de ce qu'il y avait auparavant. Donc, s'il urinait tous les jours, il faut que sous desmopressine, il urine au moins maximum 2 nuits, 1 nuit par semaine. C'est ça la réponse au traitement. Et on va le maintenir 3 mois. Renouvelable 1 fois, bien sûr. On peut renouveler le traitement 1 fois. Ok, bon, on passe à une dernière calendrier. question. Oui. On passe à une dernière question. C'est plus un avis qu'on vous demande. Un petit de 4 ans qui présente une énurésie nocturne et diurne avec vessie de capacité normale, résidu post-mictionnel de 24 cc et paroi vésicale légèrement épaissie. Quoi faire? Alors, il est âgé de 4 ans déjà. 4 ans, on a dit que l'énurésie, définition âge 5 ans. Moins de 4 ans, ce n'est pas une énurésie. C'est autre chose. Il y a un trouble mictionnel avec une capacité, avec un résidu mictionnel. Ça doit être une fille, j'imagine, parce qu'il y a certains enfants qui font encore
de l'énurésie le soir et qui ont des petits troubles diurnes la journée. Cet enfant-là, pour lui, bien sûr, il ne faut pas prescrire de médicaments. Il faut l'orienter chez un médecin spécialiste pour un examen complet. Un résidu de 24, le résidu normal, c'est moins de 20 cc à l'échographie. Hein. C'est 20 cc. À 24, c'est limite. C'est limite, c'est vraiment limite. Il faut refaire un bon examen périnéal. Si c'est une fille, surtout, peut-être une synéchie des petites lèvres ou un méa mal posé. Et évaluer sur 48 heures les volumes urinaires chez elle. Mais ne jamais dire que si elle a encore 4 ans. 4 ans, ce n'est pas l'âge d'acquisition. C'est à 5 ans qu'on parle d'énurésie. À 4 ans, c'est peut-être un retard d'acquisition de la propreté, c'est tout. Et ça pourrait être organique aussi. Il faut qu'elle soit examinée correctement par un spécialiste. Merci beaucoup, docteur Oudsaïd. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Et je m'excuse encore une fois. Dans la prochaine, j'espère qu'il y aura une meilleure connexion. Essayez d'activer votre caméra. Hein? Essayez d'activer votre caméra. En bas à gauche. Monsieur Hamdaoui, si vous êtes toujours là, activez votre caméra pour se dire au revoir. Au revoir. Alors, oui. Voilà, très bien. Voilà. Je m'excuse encore une fois. Pardon. Merci à tous. Vous étiez très nombreux cette fois-ci. Au moins 200 spectateurs. Le 100 sur Zoom et un peu plus de 100 sur Facebook. Les communications seront sur YouTube. Il faut que je rencontre M. Mazarga. C'est difficile de se rencontrer ces jours-ci. C'est le Covid. C'est le Covid. Mais dès qu'on se rencontre, il y aura des communications sur YouTube. Merci au professeur Besloussi. Merci à vous. Au Dr Hamdaoui. Merci énormément. Merci à Dr Oudsaïd. Bonjour à tous. Je m'excuse. Et à bientôt. Bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Vraiment. Merci. Slama.